Et jusqu'où peut aller cette entreprise de séduction en touchant les fibres sensibles de Trump, y compris les fibres commerciales? Alors, ce qu'on va voir peut paraître énorme, mais sans doute que c'est excessif à bien des égards, mais ça dit quelque chose de la manière dont un certain nombre de Russes regardent Trump comme un interlocuteur qui est un homme d'argent, très assumé d'ailleurs, hein. C'est pas du tout une honte de son point de vue, au contraire c'est un titre de gloire. Des responsables russes ont travaillé sur un très grand contrat pour un gratte-ciel de 150 étages avec la présence de Trump lui-même à son inauguration. Il s'agit de cette Trump Tower sur le modèle de certains de ces bâtiments qu'il a fait construire un peu partout, et l'idée vient d'un député russe ultranationaliste, Vladimir Kochelev, un des responsables russes. Donc l'emplacement est idéal, il permet la construction de plusieurs gratte-ciel à côté de la Trump Tower. La Russie est un pays où tous les rêves deviennent réalité, même si ce sont des rêves du président américain. Voilà, il sait aussi évidemment flatter son monde. Écoutez ce que dit exactement, ou lisons plus exactement ce qu'il dit. L'idée vient donc de ce député russe. Ce nouveau quartier se nomme Trump City. Il devrait être construit à Moscou. Au centre se trouverait le nouveau Trump Tower, entouré de gratte-ciel plus petits qui porteraient des noms comme le Canada, le Mexique, le Groenland, évidemment, et en référence aux revendications territoriales de Donald Trump. Ça vous fait rire parce qu'évidemment il y a quelque chose d'énorme. Il est grotesque. En fait, là, il y a les deux clés de Trump. La première, c'est son ego, on l'a vu avec le portrait, mais là, la Trump Power, c'est l'ego. Et puis le deuxième, c'est le fric. Donc il n'y a aucun doute, il y a les deux clés d'entrée pour être un copain à Trump. C'est ça. Donc, vous savez, Darius, dans l'histoire, les trucs énormes, ça existe. Il y a eu un truc énorme. Il y avait, en 1932, en Allemagne, il y avait l'armée allemande, etc. Et il y avait le chef de l'armée allemande, c'était Hindenburg. Il avait réussi à se faire élire président de l'Allemagne, et il méprisait ces petits voyous des rues qui étaient les SA, les nazis, dirigés par un vulgaire caporal autrichien. Il les méprisait. Et Hitler, qui avait quand même pas mal d'imagination tactique et même stratégique, a eu l'idée en 1932, parce qu'il avait un grand château, Hindenburg, il était un peu radin, il n'avait pas d'argent pour entretenir son château, de faire une souscription nationale en Allemagne pour réparer le château d'Hindenburg. Eh bien, c'est grâce, parce qu'il faut quand même savoir que Hitler, il n'avait pas gagné les élections en décembre 32, il avait fait un bon score, mais il n'avait pas gagné, hein. Il avait 33% des voix à peu près. Eh bien, il a réussi en janvier qu'Hindenburg, et ça c'est la grande faute d'Hindenburg, a nommé Hitler chancelier. Il était déjà très vieux, Hindenburg, et à partir de ce moment-là, Hitler a pris tous les pouvoirs en Allemagne. Donc, ces choses-là, ces trucs énormes, parfois dans l'histoire, ça marche. C'était pas majoritaire au sens majoritaire, important. C'est-à-dire qu'on appelait à la chancellerie à l'époque, comme ça se fait d'ailleurs aujourd'hui encore en Allemagne, le premier parti qui est en tête aux élections. Donc, ils n'ont jamais eu de majorité. Il avait 33, mais il avait entre 25 et 32. Voilà, c'était quand même le premier parti. Il n'était pas la majorité absolue, mais il était le premier parti. Il aurait très bien pu prendre Von Papen. Mais ça ne se faisait pas. Pour revenir un peu plus contemporain, ça a l'air ridicule comme ça, mais ça ressemble fortement aux vidéos que Trump avait lui-même fait sur Gaza. Ils savent parler à Trump. C'est le monde de Trump, c'est son langage. Ça nous paraît ridicule, mais c'est ce qu'il a fait à New York, c'est ce qu'il a fait ailleurs. Si vous regardez les Trump Towers, c'est ce qui l'intéresse. C'est très problématique pour nous tous, mais effectivement, les Russes ont compris comment parler. Regardez, hein, parce qu'évidemment, dans la réussite relative d'ailleurs, parce qu'on sait que l'empire de Trump a eu des hauts et des bas, mais c'est Trump Tower dans le monde entier, États-Unis, Turquie, Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Inde, etc. Il y a une fierté. Rappelez-vous, je donne toujours cet exemple, quand il était en Corée du Nord, il a dit à Kim Jong-un, Kim Jong-un, pardon, je confondais avec le père, Kim Jong-un, Kim Jong-un écoutait, il doutait un peu de la tradition, il a dit, je vais bâtir des magnifiques bâtiments sur votre Riviera. Ouais. Non, il faut se souvenir que Trump rêve de cela depuis 1987. À l'époque, il fait le voyage à Moscou, il y a toutes ces conversations, et puis finalement, le projet ne se fait pas, mais c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il est marqué du saut, j'allais dire, soviétique, puis russe. Et donc, ça traîne depuis... Et ceux qui entourent Vladimir Poutine le savent, et donc sont en train de réactiver ça chez lui. Et c'est un peu comme l'histoire du portrait, dont je disais que ça pourrait nous faire sourire, mais qu'à mon avis, c'est pris assez au sérieux. Et Guillaume a raison de dire qu'il faut être prudent parce que est-ce que ça marche, est-ce que ça accroche, est-ce que Trump a mordu à l'hameçon? Nous n'en avons pas. Ce soir encore la preuve.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on voyait la carte qui était projetée il y a quelques instants à l'antenne et que revoilà, on se dit que Trump n'est pas isolationniste. Simplement, la différence, c'est qu'avant, quand on voyait une carte comme ça, c'était des soldats américains qui étaient déployés. Et là, l'idée de Trump, c'est qu'il déploie ses tours. Et en fait, ça porte un nom, ça s'appelle le mercantilisme. C'est-à-dire qu'il y a une politique étrangère qui est au service d'objectifs économiques qui, en plus, pour Trump, se confondent avec ses intérêts personnels. Je ne sais pas dans quelle mesure, est-ce qu'un président des États-Unis en exercice a le droit d'être en même temps promoteur immobilier dans un pays avec lequel il... Alors là, je sais pas au droit. C'est aussi ça le problème, demander au cours qu'il a un peu envoyé. Sommes-nous dans un autre monde? Effectivement, en Europe de l'Ouest, on regarde ça, on dit attends, des conflits d'intérêts, on cherche notre code civil. Aux États-Unis aussi, mais rappelons-nous, voilà, dans la Rome antique, quand Jules César bâtit une partie du forum sur ses fonds privés, c'est le conflit d'intérêts total. Une grande partie du monde a fonctionné comme ça. Il n'y a pas besoin de remonter à la Rome antique. En France, les affaires de Mazarin ou de Richelieu, c'était une très grande puissance, très, très respectable aussi. C'était pas une démocratie libérale. Mais enfin, l'histoire s'écrit aussi comme ça. Est-ce que nous sommes, nous, dans des grilles de lecture qui sont déjà en train de s'effacer ou de changer aux États-Unis? Mais nous sommes aujourd'hui dans un autre monde. Oui, l'histoire s'écrivait comme cela, et nous pensions que nous en étions sortis. C'était ça la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'était l'idée que il y avait le commerce, la diplomatie, les conflits entre États pouvaient se résoudre par le droit. C'était la communauté internationale qui dictait ses propres règles. Mais effectivement, quand on est dans un pays où la première puissance du monde se dit tiens, je vais peut-être donner cette partie-là de l'Ukraine à la Russie parce que ça va arranger les affaires de Poutine, on se dit que plus rien n'est sûr. Et en fait, on entre dans une période d'insécurité inédite. Et en plus, c'est une insécurité diplomatique, celle qu'on voit là. C'est aussi une insécurité économique, parce qu'en matière d'échanges commerciaux, là non plus, Trump ne respecte pas les règles qui étaient avant reconnues par tout le monde. Mais vivons-nous ce moment-là, pardon, où certaines règles qui nous paraissent complètement amorales, au fond, pour Trump, pour son équipe, sont à un stade de l'histoire où, comme ça a existé pendant des siècles, y compris ici en France, on considère que si c'est l'intérêt général, au fond, c'est pas grave, c'est pas des conflits d'intérêts. C'est pas la première fois que les États-Unis d'Amérique font ça. En 2003, ils ont voulu une guerre en Irak, pour des raisons d'ailleurs d'image, parce qu'ils ont dit il faut réagir virilement à... Mais pardon, rappelez-vous, Cheney, l'affaire de Halliburton. Cheney, le vice-président américain qui maintenant donne des leçons de morale à Trump, se faisait, lui et ses copains, plein d'argent en Irak avec Halliburton. Et donc, voilà, et ils ont fait cette guerre, en fait, simplement parce qu'ils avaient été vexés par l'attentat du 11 septembre, que frapper des bergers afghans, ça suffisait pas à montrer une image virile des États-Unis. Et George W. Bush, lequel, effectivement, comme vous le dites, aujourd'hui critique Trump, eh bien, il a lancé sur de fausses raisons l'invasion de l'Irak et il a envoyé balader l'ONU. L'ONU créée par avec des intérêts commerciaux très considérables. Bien sûr. Oui. Non, je me souviens que justement en 2003, George W. Bush, au début mars, avant de lancer l'invasion, s'adresse évidemment aux Américains, mais aussi aux Irakiens, et il leur dit en anglais « Ne brûlez pas vos puits de pétrole » avant de lancer une invasion. Mais il était emmené à l'époque par tout un courant néoconservateur, messianique, qui avait cet évangélisme autour de lui. Certains y croient encore. Hein. Non, bien sûr. Mais d'ailleurs, au sein de l'administration Trump, c'est une période qui est férocement dénoncée. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu tout le courant. Enfin, ils sont plus dans le courant, on va dire, évangélique, néocon, etc. Mais c'est purement personnel. Tout à l'heure, on rigolait en disant « Ah, la Trump Tower à Moscou, etc. » Mais vous savez, Witkoff, il ne sera pas à Londres demain. En revanche, où est-ce qu'il va, Witkoff, le promoteur immobilier copain il va en Russie. Il retourne à Moscou cette semaine. Il a un contrat à négocier. Il saute l'option Londres. On envoie les 3e, 4e couteaux, c'est-à-dire le général Kellogg. Il n'y aura pas Witkoff. Rubio a dit « Ah non, moi je suis occupé, j'y vais pas ». Donc, franchement, voilà, la priorité, elle est géographiquement... C'est quand même un peu normal qu'ils veulent faire rapidement cette paix. Steve Witkoff est devenu le principal diplomate pour Trump. C'est un peu normal qu'ils essayent jusqu'au bout. Alors, je sais pas quand... il va pas à Londres. Oui. Non, mais c'est pas à Londres que ça va se décider. C'est pas dans ces comptes-là. C'est important, c'est très bien que c'est le commerce S'il vous plaît. Écoutez, Trump, qui en 2013 déjà parlait de l'intérêt que la Russie peut représenter pour lui et pour les affaires en général.
Nous avons rencontré un certain nombre de personnes et nous allons peut-être faire quelque chose à Moscou et dans différents endroits en Russie. Mais nous avons eu des entretiens pendant mon voyage et nous pourrions très bien faire quelque chose. Nous pensons à faire une Trump Tower à Moscou, donc nous parlons avec un groupe de personnes à ce sujet. Voilà la version 2013 et lisons maintenant la version 2025. C'était il y a quelques jours quand il dit... Allons-y, vous les Ukrainiens et vous les Russes, vous vous rendez pas compte, il y a un potentiel pour faire du fric qui est magnifique. Espérons que la Russie et l'Ukraine concluront un accord cette semaine. Ils pourront alors faire de grosses affaires avec les États-Unis, qui sont en plein essor et faire fortune. Et il continue, la règle d'or de la négociation et du succès, c'est celui qui a l'or qui fait les règles. Merci, point d'exclamation. Vous faisiez la comparaison, Renaud Girard, avec le Far West. Là, c'est l'autre côté. Hein. C'est comme s'il regardait toute cette terre-là en allant vers l'Est comme une sorte de terre magnifique où il y a plein d'affaires à faire. Une vision, en fait, Michel Strogoff de Trump, c'est assez sidérant. C'est-à-dire que, bon, au-delà de cette Europe un peu emmerdante qui croit au droit international, oui, et qui aux réglementations, voilà, avec ses réglementations, à partir du Dniepr, etc. Il y a tout un immense espace. Bon, il y a peut-être une petite guerre entre les Ukrainiens et la Russie, mais c'est pas grave, ils vont se réconcilier. Tout un espace de conquête, une sorte de rêve de faire du business à cela, et sans doute même au-delà de prendre ce monde qu'il voit, un monde blanc et chrétien, de l'arracher au bras des Chinois. C'est ça, à mon avis, le rêve que Trump fait. Ce qui est assez limité quand même dans cette situation, c'est qu'il y avait 30 ans après Perestroïka, la Russie était accessible jusqu'en tout cas 2013, avant 2014. Il y a eu ces espaces tout à fait ouverts à tous les investisseurs, à tous ceux qui voulaient venir. Et Trump n'est pas venu. Et on se demande, mais il a raté une occasion ou il n'a pas compris ou comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui, tiens, il y a la guerre et il veut reconquérir surtout un pays qui a déjà montré à quel point le pays ne tient pas à la parole, les règles ça n'existe pas, la loi ça n'existe pas, les entreprises occidentales qui ont investi ont été privées de leur argent, il était carrément nationalisé, un franc symbolique ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même, ça ne tient pas debout, mais on est complètement dans un monde ubuesque. Il faut se rendre compte que les démocraties peuvent exister seulement si la législation marche. Nous en sommes loin de tout ça et c'est dangereux pour le monde entier. Bon, il faut dire aussi, on fait d'énormes affaires en Chine, et nous on les fait. Hein, mais la Chine où c'est une dictature. En tout cas, l'Ukraine. Oui, mais c'est une dictature épouvantable qui viole les droits humains à un échelon colossal, qui écrase le Tibet, qui écrase les Ouïghours, donc on n'est pas. Qui écrase Hong Kong. Et qui écrase Hong Kong, donc on n'est pas meilleur que Trump de ce point de vue-là, évidemment. Je crois qu'on ne vit pas dans. Alors malheureusement, je le regrette comme vous, mais c'est pas un monde ubuesque, c'est le monde tel qu'il a toujours existé jusqu'au XXe siècle. Regardez ce que faisaient les Anglais, par exemple, avec les Chinois au XIXe siècle, les traités inégaux, la guerre de l'opium et toutes ces choses-là. Je veux dire, c'était véritablement le mercantilisme tel que Guillaume le décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire une politique au service des marchands. Il y avait la Compagnie des Indes, il y avait, nous aussi on avait des compagnies, Louis XIII, Louis XIV, on avait la Compagnie du Canada, là, etc. Donc ça a toujours existé. L'exception, c'est ce qu'on a vécu depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est tout. C'est-à-dire le droit, on a cru au droit, au droit international et au rapport apaisé entre les peuples. Et en fait, ça n'est pas arrivé, ça a duré un moment, et aujourd'hui, c'est en train de se détraquer. Ça, c'est la vérité.